Donc j'ai pas encore découvert quelque chose qui révolutionnerait le travail. Toi, tu fais une roadmap qui est plutôt courte. Comment est-ce que les développeurs ils appréhendent ça? Je pense que là, l'IA va prendre réellement le dessus et qu'il existera bientôt des AI makers. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent du produit. Pour cette seconde édition, j'ai eu le plaisir d'échanger avec 24 nouveaux passionnés que vous découvrirez jour après jour. Et aujourd'hui, je suis avec Thomas qui est CPO chez Roger. Salut Thomas, comment ça va? Hello Marceline, très bien et toi? Bah super, merci. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Thomas, ça fait bientôt 10 ans que je travaille dans le monde du produit, en commençant tout d'abord dans le cadre d'entreprises que j'ai essayé de monter, vers l'âge de 19 ans, puis une seconde à l'âge de 21 ans. Et ensuite, j'ai continué mon parcours de product manager dans des entreprises de tailles différentes et de types différents. Plutôt en agence pour commencer et pour m'assurer que j'avais les clés pour être un bon product owner, product manager, et par la suite dans des entreprises un peu plus volumineuses où j'étais vraiment focus sur un produit. Et aujourd'hui, je reviens dans un mode plus entrepreneurial parce que je suis dans une petite entreprise et on crée un produit de communication et de collaboration qui est voué à être utilisé par des professionnels. Et ça s'appelle Roger. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus ce qu'est Roger, ce que vous faites et quelle est votre mission? Roger, c'est un produit SaaS que l'on a créé qui est voué à des entreprises, en général de taille moyenne. On parle d'une 30 à 50 personnes et on a aussi des entreprises un peu plus grosses. Et c'est un outil de collaboration et de communication qui est voué à aider les personnes en interne et en externe à communiquer avec leurs partenaires, mais aussi des clients, des fournisseurs et d'autres parties prenantes avec qui on va communiquer. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris sur le produit récemment? Alors moi j'en reviens à cette idée de, de l'utilisation de l'IA dans le cadre du produit. Attention, pas pour créer un produit, c'est-à-dire que c'est pas une feature que je vois obligatoirement utile dans le cadre de tous les produits et il y a une hype autour de ça et autour de créer des produits avec de l'IA. Nous, dans notre cadre, ça a du sens et on va le scoper et on sait vers où on veut aller. Mais moi, je pense que là où il y a vraiment de quoi faire, c'est dans des outils d'aide au product manager. Et là, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore vu un produit où je me dis « Ah, l'aide au product manager dans son day-to-day, surtout sur une partie de conception, écriture d'informations, parce que la culture de l'écrit et savoir écrire les informations dont on a besoin pour créer un produit correctement, c'est hyper important. Je ne vois pas encore ça arriver, ou bien en tout cas, j'ai pas eu encore l'utilisation d'utiliser un produit qui réponde à ce besoin-là. Pour moi, il est très clair que dans les mois à venir, dans les années à venir, mois plutôt parce que ça va très très vite, il y aura un produit pour moi qui devrait exister, qui est une documentation updatée en live de l'ensemble du produit et de comment il fonctionne. L'IA est capable de reconnaître ce que l'on a écrit. À chaque fois qu'on vient rajouter des informations, elle update l'ensemble des informations et l'ensemble des besoins qui sont exprimés dans le cadre de ce document. On sait connaître les contraintes que l'on a impliquées dans le produit, je sais pas, des contraintes de rôle, d'utilisation. Nous, par exemple, on a plusieurs rôles utilisateurs, connaître les contraintes, les afficher, les connaître pour que la prochaine fois que je construise ou que je souhaite construire une feature, je ne sois pas en train de me poser la question de si elle peut rentrer ou quelles vont être les contraintes qui vont jouer sur cette feature-là directement. On est capable de me le dire. Donc, j'ai pas encore découvert quelque chose qui révolutionnerait le travail ou qui m'aiderait dans mon travail de PM. Mais je sais que ça arrive, ça c'est clair. Mais du coup, pour toi, c'est vraiment quelque chose de painful? C'est vraiment quelque chose de important? Pour moi, l'écriture, euh, on tombe souvent dans la problématique que trop peu de documentation
ou trop de documentation. Pour moi, c'est un énorme problème quand il y en a trop peu. C'est un problème quand il y en a beaucoup trop. Mais déjà, c'est problématique quand il y en a trop peu. Cette documentation, pour moi, elle se divise sur deux gros axes. Il y a en gros, ou trois même. Il y a tout ce qui va être textuel pur, avoir des données qui nous permettent de comprendre dans une sorte d'histoire très similaire au user story, comprendre comment on fonctionne. Il y a une question de flow et de workflow qui sont importants, qui peuvent être liés à du produit ou à du produit lié à de la tech, c'est-à-dire comment passer d'un point A à un point B qui nous permettent de répondre aux besoins à travers cette feature-là. Et puis il y a tout ce qui est design qui rentre en jeu. Bon, c'est un tout, hein. La documentation, si elle n'est pas lue, c'est problématique parce qu'on n'arrive pas à avancer. Bon, ça c'est un travail de tout à chacun de se dire il faut que je lise les documentations. Et quand elle est trop volumineuse, et que elle est trop présente, ça peut créer de la confusion. Donc il y a une question d'unicité de l'information qui est importante parce qu'on ne veut pas s'amuser à avoir des informations qui sont concomitantes alors qu'elles devraient être uniques et qu'elles devraient donner une réponse au problème. Et si elles ne sont pas présentes du tout, là c'est un énorme problème parce qu'on n'a pas assez de données pour pouvoir avancer correctement. Ici, c'est de la documentation pour structurer, pour organiser l'entreprise, mais du coup, est-ce que c'est pas le boulot du Product Ops, justement, de faire ça? Organiser, faire la doc, structurer. Alors, dans l'idée, c'est probablement un Product Ops qui le ferait s'il y a un Product Ops dans les entreprises. Personnellement, je n'ai pas beaucoup travaillé dans d'entreprises où il y avait des Product Ops. Le Product Manager, le Product Owner, pour moi, ici, très souvent, surtout en France, on essaie de créer une gradation dans les jobs au niveau de Product Owner, Product Manager. Il existe des différences, bien entendu, et elles peuvent être expliquées, elles peuvent être vues, mais on essaie tout souvent de créer une différence hiérarchique ou une différence de fonction entre les différents types de products qui existent. Pour moi, la personne en charge de créer le produit et d'avoir une vision de ce produit-là doit être sachante et omnisciente sur le produit. Et donc, elle doit avoir des informations et de pouvoir accéder à des informations qui lui permettent de répondre à toutes les questions ou quasiment toutes les questions à tout moment. Et pour moi, ça se fait à travers une documentation. Si elle est utilisée par le product, c'est génial, et qu'elle est créée par le product, qu'il soit Ops ou autre, c'est génial parce que c'est ce qu'il faut. Et cette personne donc pourra répondre à des questions que d'autres ont dans l'entreprise, avoir une transparence au niveau de l'info et les présenter. Et là, on parle de tout, comme je le disais, donc, pour les devs, comme pour des personnes qui sont stakeholders et qui doivent avoir des informations. Mais elle est importante pour cette personne qui l'écrit parce qu'il peut répondre aux questions, mais elle est importante aussi pour les autres. Mais surtout, elle est compliquée à updater. Et c'est là que je vois l'importance. C'est un calvaire, soyons clairs, de garder une documentation updatée de l'ensemble des éléments qui composent notre application. Parce que si on veut vraiment faire le job correctement, pour chaque feature rajoutée, pour chaque élément rajouté d'une feature, pour chaque improvement d'une feature donnée, on devrait être capable non seulement de l'avoir dans l'utilisation du produit, mais aussi de le noter quelque part et de savoir que, voilà, on a rajouté cet improvement-là qui donc favorise l'amélioration de cette feature dans son entièreté. Ça, on devrait être capable de le retranscrire. Est-ce que les PM risquent pas d'être noyés d'infos? Si, la réponse courte c'est si, c'est long, c'est fastidieux. C'est pour ça qu'il y a des moments où je le fais moins et j'en stack jusqu'au moment où je l'ai fait, ou bien je sais que il y en a qui vont former après un groupe homogène que je vais pouvoir documenter tout à la fois à ce moment-là. Moi, l'important, c'est pas pendant qu'on crée les features. Pendant qu'on crée les features, bien sûr, tout doit être clair. Ou du moins, s'il y a un manque de clarté quelque part, on améliore ça en se disant, ok, on a des discussions, on a des conceptions techniques, on a des conceptions produits, on sait en parler et on sait rapidement réagir. Moi, c'est dans la pérennité de cette information, à un moment donné, il faut le faire. Et pour moi, c'est là que je vois que l'IA peut tout révolutionner. Si on est capable de donner un document et d'avoir des informations sur un document qui correspond en fait à l'unique source of truth, comme on pourrait dire en anglais, de mon produit, et qu'elle était updatée en temps réel, et que n'importe qui pouvait aller requêter ce qui était en face, n'importe qui dans l'entreprise, ça permettrait, à tout moment,
pour une personne, qu'elle soit sachante ou pas des informations liées au produit sur un domaine spécifique, de se dire « Ok, j'ai l'information maintenant du mode de fonctionnement et de quelles sont nos contraintes ». Et de l'autre, aussi, de se faciliter par la suite la création, par exemple, de documents de FAQ. J'en parlais un peu plus tôt en disant que les informations sont différentes, elles le sont, mais au moins ça permettrait de pré-mâcher le travail et de se dire maintenant, mon utilisateur, puisque je connais très bien mes contraintes, lui aussi, je peux lui exprimer lesquelles sont importantes pour lui. Toi, tu fais une roadmap qui est plutôt courte. Comment est-ce que tes développeurs, parce qu'une roadmap, ça permet aussi de se projeter sur le travail qu'il y a à faire. Comment est-ce que les développeurs, ils appréhendent ça? Alors, ça a été un sujet de conversation assez important. Au début, on a vu que l'importance d'une roadmap était assez, assez faible. Bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, on avait une roadmap. On crée un produit de collaboration et de communication. On s'est focus sur la communication au début à Build parce qu'on savait que c'était la chose la plus importante à valider et surtout sur laquelle on devait être extrêmement solide. Et là, il y a une série de features qui rentrent en jeu. Certaines, on peut se poser des questions sur leur utilité, mais la majorité était très utile et très importante et requise pour, un, répondre aux besoins du user, et deux, être assez puissant par rapport à des compétiteurs. Là, il y a une clarté ici qui fait que ta roadmap, elle est déterminée d'une manière induite. Donc, lorsqu'on est parti sur des choses plus externes, entre guillemets, par externe, c'est pas vraiment le bon mot, c'est qui sortent du cœur de la communication pure et dure. Par exemple, les tâches qui sont un cœur de la collaboration, mais pas de la communication, là, c'est là qu'on s'est dit, il faut commencer à avoir un peu de recul en amont pour savoir où on va se diriger. Et donc, en présentant sur quelques semaines ou quelques mois, vraiment on parle de 2-3 mois maximum, pas plus, là où on veut se diriger, on a largement le temps pour, s'y préparer d'une manière, on va dire psychologiquement, se dire « Ah ok, il y a un gros sujet qui débarque, qui va être ça », mais aussi pour s'y préparer un tout petit peu au niveau de la recherche. Je vais aller rechercher des informations, les mettre dans un endroit spécifique, pour qu'à tout moment, une personne qui regarde la roadmap et se dit « Ok, on va plutôt se diriger vers ces questions-là », puisse aller regarder des informations et se dire « Ah, Thomas a déjà digué sur ça, ok, bon, je trouve quelques informations qui me permettent de me dire « J'ai des bloqueurs déjà », je sais déjà que ici ça va pas marcher comme on le souhaite, donc il faut déjà d'une manière préemptive le connaître, ou bien au contraire se dire bon, on va dans une direction qui est plutôt on se sent à l'aise et on ne se dit pas d'accord, il va y avoir des grosses problématiques à gérer et on peut pas les gérer au dernier moment. Donc quand on a ces informations là au début, ça devient très facile le moment où on commence à faire de la conception technique, qui est en général assez proche du moment où on commence à travailler dessus. C'est pas trop éloigné. Parce que sinon on commence à se perdre dans de la pré-réflexion trop en amont avant de commencer à travailler dessus. On a les informations du produit, on sait où on veut se diriger, et donc ça devient facile pour la personne de se dire bon, très bien, je savais qu'il y avait quelques bloqueurs, il y en a un de plus qu'on n'avait pas très bien évalué, c'est pas la fin du monde, on va l'évaluer maintenant. Donc à ce niveau-là, on a eu des besoins, on a dû exprimer mieux, ou j'ai dû mieux exprimer, être plus transparent sur notre roadmap, mais pas beaucoup plus qu'actuellement, c'est-à-dire pas beaucoup plus au niveau de la longueur. On n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Sur les quelques semaines, quelques mois, c'est suffisant. Lever des fonds vs bootstrapper, vous avez choisi quelle option? Et comment ça a influencé vos décisions de produit? Alors, nous, on a fait une petite levée de fonds. On s'apprête probablement à réaliser une autre bientôt. On avance, on a aujourd'hui des clients qui utilisent notre produit et donc on commence à avoir l'attraction, les chiffres et les indicateurs qui nous permettent de vouloir aller vers une deuxième levée de fonds. On a commencé par une petite levée qui nous a permis d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir travailler avec l'équipe étoffée, du moins un peu étoffée, c'est-à-dire les profils requis pour pouvoir dev, les personnes qui répondent aux besoins spécifiques de pouvoir construire ce produit-là, et d'avancer sur une période donnée qui nous donne un leeway et une facilité au niveau de comment on veut se diriger. C'est-à-dire que si on devait bootstrapper,
je pense que l'on aurait créé le produit un tout petit peu différemment. On aurait vu ça comme un produit qu'il fallait, au niveau de son nombre de features, probablement réduire et se dire, ok, on doit prouver d'abord ces points-là. Or, prouver ces points-là, avoir un bootstrapping qui fonctionne et pouvoir même avancer et se dire, on va, je sais pas, générer un revenu suffisant pour pouvoir continuer une activité, ça me semble très compliqué dans notre cas. Parce qu'on est en train de construire, on a l'ambition de construire un produit qui est quand même un produit qu'on pourrait appeler tout en un, parce qu'il contient de la communication et de la collaboration avec des features assez variées. Roger, c'est un énorme outil qui englobe plusieurs outils en un. Mais du coup, vous avez aussi plusieurs concurrents, dont les GAFAM et dont de très grosses boîtes. Comment est-ce que vous faites pour vous différencier alors que eux, ils procurent un sentiment de réconfort? Comment est-ce que vous faites pour vous différencier par rapport à ça? Alors ici, la différenciation, tu as parfaitement raison, ça, dans notre cas, Teams, Slack, et après une suite d'outils qui existent, qui font de la communication, de la collaboration, que ce soit Basecamp, que ce soit Trello, qui fait de la collaboration à ticketing, que ce soit les Notions pour de la documentation, ou même les Google Meet ou les autres. Tout ça, c'est des suites d'outils qui sont devenus un peu le modèle et le standard pour beaucoup d'entreprises. Mais ce que l'on a remarqué, c'est qu'il y a énormément de personnes qui ont du mal sur les deux gros concurrents qui sont Slack et Teams, pour des raisons assez différentes. Tu as parlé du fait que ça donnait un sentiment de sécurité et, entre guillemets, donc une appropriation aux différents produits qui sont créés par exemple par Teams, qui est une suite énorme, qui peut être complexe, mais qui est très étoffée. Par exemple, pour Teams, les personnes qui utilisent Teams remontent souvent deux problématiques qui leur sont importantes. C'est l'UX et les difficultés qu'ils rencontrent à utiliser le produit. Donc ça, c'est un point important. La hiérarchie des informations dans le cadre de cet outil-là. La facilité, ou dans leur cas, la complexité souvent d'inviter des externes pour travailler sur des sujets, c'est possible, bien entendu, mais il y a des étapes et un onboarding très complexe pour y arriver, mais surtout, il y a un besoin pour l'entreprise, souvent, de rentrer sur toute une suite Microsoft. On remarque que beaucoup d'entreprises qui utilisent Teams utilisent l'ensemble de la suite Microsoft, ce qui, d'un côté, les fidélise au maximum sur les outils Microsoft, mais d'un autre côté, c'est aussi une entrée à la barrière pour beaucoup de personnes qui veulent utiliser une suite d'outils qui leur est spécifique et qui sont obligés de passer uniquement sur Teams. Et là, ils se disent « Ah non, c'est pas ce qui nous convient parce qu'on n'est pas en train d'utiliser le reste, on n'a pas besoin de la suite 360. Et donc ici, on a un désavantage à rentrer sur Teams. » Du coup, ta recherche utilisateur, tu l'as fait aussi avec des personnes qui ne sont pas clientes de Roger? Oui, je le fais aussi avec des personnes qui ne sont pas de Roger, tout simplement parce que ça me permet de savoir qu'est-ce que déjà ils utilisent comme outil de communication. Elle est moins... pour les trouver, du coup. Alors, c'est assez simple dans notre cas de trouver ces personnes-là, parce que ce soit par bouche à oreille, que je comprenne un peu là où les personnes, dès que j'entends une personne qui me parle de communication dans son entreprise, très régulièrement et très facilement, je vais pouvoir facilement... Exactement. Tout le monde a des produits ou a une manière. Cette manière peut être Slack, Teams ou même WhatsApp. Bah écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as un mot de la fin? Je pense que là, l'IA va prendre réellement le dessus et qu'il existera bientôt des AI makers. Peut-être que ce sera ça le nouveau job, peut-être même pas parce que l'IA est capable de le faire peut-être à la place de l'être humain, mais on aura comme des no-code builders pour de l'IA si tu veux que je le simplifie, au lieu que tu crées ton GPT et que quelqu'un te demande que tu crées toi-même ton GPT, tu auras une personne qui sera non seulement utiliser GPT pour créer faire de la donnée, bosser sur de la donnée, mais aussi créer des workflows qui vont intégrer l'IA. Donc à mon avis, ça va venir très rapidement. Pour les employés,
c'est ceux qui sont consommateurs de l'IA pour pouvoir améliorer les opérations. Et à mon avis, là, il va y avoir un double jeu. D'un côté, je pense qu'il va y avoir un remplacement pur et dur de beaucoup d'employés. Donc ça, c'est là où je pense qu'il y a quelque chose ici à imaginer. Oui, on nous explique, et c'est très clair qu'au fil des années, même il y a plusieurs centaines d'années avec la révolution industrielle, elle n'a pas, entre guillemets, réduit le nombre de personnes, même si on a automatisé, enfin le nombre d'employés ou le nombre de personnes qui étaient sur le marché du travail, elle n'a pas été réduite parce que on a remplacé, d'accord, les humains par des machines, mais il y a beaucoup de jobs qui se sont créés autour de ça. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver un résumé en vous inscrivant à la newsletter sur afternoon.pm. À demain pour un prochain épisode.